Un avion DC-10 transportant 296 personnes enchaîne les tonneaux sur la piste d'atterrissage avant de finir en morceaux. On faisait des tonneaux sur la piste. Un DC-8 tombe en panne de carburant et s'écrase dans un quartier résidentiel. Je croyais qu'on allait atterrir à l'aéroport. J'étais contente. Puis l'enthousiasme a laissé place à la peur. Une météo extrême fait des ravages en altitude. Un 747 pris dans une averse torrentielle est violemment précipité sur une colline. Entre le premier contact au sol et l'arrêt complet, il s'est écoulé 17 secondes, les plus longues secondes de ma vie. En altitude, la communication peut faire la différence entre la vie et la mort. Nos animations spectaculaires vous plongent au cœur de crashs aériens catastrophiques et vous expliquent leur cause. On m'a demandé si j'agirais différemment aujourd'hui. Oui, je resterai au lit. Le 28 décembre 1978, en Oregon, un avion DC-8 de la United Airlines s'écrase dans un quartier résidentiel de Portland, à seulement 10 km de l'aéroport. Amy Ford Conner a 17 ans à l'époque. Elle rentre dans l'État de Washington, où elle doit finir sa dernière année de lycée. En fait, c'était vraiment comme lorsqu'on fait des petits rebonds au moment de l'atterrissage. Donc j'ai pensé qu'on allait atterrir normalement à l'aéroport. Ce vol, qui s'est jusqu'alors déroulé normalement, va connaître une fin cauchemardesque. Le vol 173 de la United Airlines a décollé de Denver à 14h47 avec 189 personnes à bord. Le copilote est aux commandes. C'était juste après Noël. L'avion était plein. On retournait tous à nos obligations après les fêtes de fin d'année. C'était un vol parfaitement ordinaire, jusqu'à ce qu'on entame l'approche finale vers l'aéroport de Portland. On a compris que quelque chose n'allait pas quand on a entendu un énorme bruit et qu'il y a eu des secousses. Ce bruit énorme, entendu vers 17h10, vient de la mauvaise mise en place d'un des trains d'atterrissage. La sortie des deux autres trains s'effectue normalement. Cette défaillance provoque des secousses et l'avion s'incline vers la droite. Le voyant indiquant que le train d'atterrissage est bien sorti et verrouillé ne s'allume pas. La sortie des trains d'atterrissage, dans des circonstances normales, est contrôlée par un système hydraulique. Ils se mettent alors en place en douceur. Dans le cas du vol 173, un des trains est sorti sans contrôle, trop rapidement. De plus, l'un des autres composants du train n'a pas agi normalement, ce qui a endommagé le circuit qui commande l'allumage du voyant. Le commandant Malburn McBroom, un pilote expérimenté de la United, ne veut pas se poser au sol sans être sûr que le train d'atterrissage est verrouillé. En effet, s'il se rétracte au moment de l'atterrissage, l'avion pourrait subir de graves dommages et des passagers pourraient être blessés. Le commandant veut résoudre le problème avant d'atterrir. Le pilote nous a dit qu'il y avait un petit problème avec le train d'atterrissage, qu'on allait rester en vol un peu plus longtemps, mais que c'était un problème banal, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Le commandant McBroom était un pilote chevronné. Il avait des dizaines de milliers d'heures de vol au compteur et plus de 5000 sur un DC-8, l'appareil qu'il pilotait ce soir-là. Il était expert sur ce type d'avion. Il a donc dû penser qu'en consultant les manuels et en discutant avec le centre de maintenance, il saurait si le train allait résister à l'atterrissage. À 17h14, le centre de contrôle aérien sait que le vol United 173 a un problème. La tour de contrôle de Portland autorise l'avion à entrer dans un circuit d'attente, ce qu'il fait pendant 1 heure, durant laquelle le commandant reste en liaison étroite avec l'équipage. Il n'a pas arrêté de demander à l'équipage s'ils étaient en place, si la cabine était complètement prête pour l'atterrissage. Il était très préoccupé par la sécurité des passagers. Mais ce à quoi il n'a pas prêté attention, c'est à l'inquiétude du copilote et du mécanicien de bord face au faible taux de carburant restant. Les membres d'équipage sont inquiets,
mais n'en font pas clairement part au commandant. Ils restent concentrés sur le problème du train d'atterrissage. Un des membres d'équipage avait une lampe de poche, parce qu'il faisait nuit dehors. Il essayait de voir le train d'atterrissage à travers un hublot. Je ne sais pas s'il l'a vu ou pas, mais c'est le premier indice qui nous a révélé qu'il y avait un problème. Sur les DC-8, des indicateurs mécaniques signalent la position des trains d'atterrissage. On peut voir une goupille dépassée au-dessus de l'aile. Si la goupille est sortie, le train d'atterrissage est verrouillé. Sinon, c'est qu'il est rétracté. Cet indicateur mécanique permet de valider ou d'invalider ce que le voyant du cockpit signale quant à la position du train. Alors que l'appareil est toujours en circuit d'attente, le copilote et le mécanicien de bord sont de plus en plus inquiets concernant la quantité de carburant restant. À 17h50, à 30 km au sud de l'aéroport, l'un d'eux essaie de se faire entendre. En vain. Le mécanicien de bord, les yeux rivés sur la jauge du carburant, dit « On n'a plus assez de carburant, on va être à court. » Mais avant les formations CRM, on ne s'affirmait pas face à ses supérieurs. Les formations CRM, Crew Resource Management, sont désormais dispensées dans toutes les plus grandes compagnies pour améliorer la communication entre membres d'équipage. Le CRM fait tomber les barrières de la communication entre les différents membres d'équipage d'un avion. Les pilotes se sont mis à travailler en équipe pour trouver des solutions ensemble plutôt qu'individuellement. Avant le CRM, le commandant de bord était le maître des décisions dans le cockpit. On ne lui adressait la parole que pour des considérations techniques. C'était très difficile pour un membre d'équipage moins expérimenté de se confronter à son commandant de bord. On n'osait pas critiquer. Le copilote et le mécanicien de bord ont tous les deux évoqué le problème, mais ils n'ont pas été directs. Ils n'ont pas dit « Commandant, nous sommes à court de carburant. Nous devons aller à l'aéroport tout de suite. » L'appareil a quitté Denver avec près de 22 tonnes de carburant. À 17h55, il restait à peine 2 tonnes. Mais le commandant pense que c'est suffisant pour aller jusqu'à l'aéroport. Les passagers n'ont aucune idée de ce défaut de carburant. Ils s'inquiètent d'un éventuel atterrissage train rentré. Le pilote nous a dit que nous allions atterrir dans les 5 minutes, que l'on était dans l'approche finale et qu'il nous ferait une nouvelle annonce 60 secondes avant pour qu'on puisse se mettre en position de sécurité en cas d'atterrissage train rentré. Il ne nous a jamais fait cette deuxième annonce. Il est 18h03. Le centre de contrôle aérien demande quand ils comptent entamer leur approche. Le commandant McBroom répond d'environ 3, 4, 5 minutes. Mais le vol United 173 n'a pas autant de temps. Le vol United 173 vole depuis plus d'1 heure en circuit d'attente près de l'aéroport de Portland, en Oregon. Le commandant McBroom tente de résoudre un éventuel problème de train d'atterrissage. Mais à présent, quelque chose de bien plus urgent se profile. Alors que le pilote communique avec la tour de contrôle, les passagers commencent à prendre conscience de la gravité de la situation. Seules les liseuses étaient allumées. Certains passagers ont compris qu'il y avait quelque chose d'anormal et nous criaient de baisser la tête. L'avion n'a plus de carburant et descend rapidement vers un quartier résidentiel boisé. Le commandant McBroom se dirige vers le seul endroit non éclairé qu'il arrive à voir entre les maisons. L'avion évite de justesse un immeuble d'habitation. Je croyais qu'on allait atterrir à l'aéroport. J'étais contente. Puis l'enthousiasme a laissé place à la peur. Parce que je n'avais aucune idée de ce qui se passait. J'avais l'impression que ça ne s'arrêterait jamais. Alors que l'avion fend les arbres, l'avant de l'appareil est violemment arraché. J'ai seulement saisi l'énormité de ce qui venait de se produire une fois qu'on s'était arrêté. L'appareil est détruit. 10 personnes qui se trouvaient à l'avant de l'avion, la partie qui s'est détachée, sont mortes lors de l'impact. Le reste des passagers est médusé. Il faisait très froid. Mais quand on a une telle poussée d'adrénaline,
On ne remarque pas vraiment ce genre de choses. On est sorti de l'avion et on s'est retrouvé dans ce quartier. Personne ne savait où on était. On déambulait, totalement désorienté. The four-engine plane went down 5 miles southeast of the airport. It missed a large apartment complex, but smashed through 2 vacant houses. Sur la scène, les enquêteurs du NTSB établissent qu'il n'y a pas de fuite de carburant, ni de défaut des jauges de carburant. L'avion ne présente aucun problème. Alors pourquoi cet accident? La réponse viendra de la boîte noire de l'avion, le CVR, Cockpit Voice Recorder. Quand j'ai écouté la boîte noire la première fois, j'ai compris qu'il allait être difficile d'expliquer cet accident qui n'aurait jamais dû arriver. À l'écoute de la boîte noire, le docteur Al Diehl, alors spécialiste des facteurs humains au sein du NTSB, remarque immédiatement la ressemblance troublante avec d'autres crashs récents. The giant TriStar left a half-mile-long path of debris in the swamp. On a étudié le crash de la Eastern Airlines dans les Everglades, où plus de 100 personnes avaient trouvé la mort. Un défaut de voyant du train d'atterrissage avait distrait l'équipage qui s'était retrouvé dans un marais. Ironie du sort, un an plus tôt, un autre DC-8 de la United avait lui aussi rencontré un défaut de voyant du train d'atterrissage. Obnubilés par ce problème, ils se sont écrasés sur une montagne. Le lien commun, une absence de communication efficace dans le cockpit. Cette incapacité à communiquer est à l'origine des crashs. Diehl sait qu'il faut agir pour enrayer cette faille. Il met tout en œuvre pour que les compagnies aériennes adoptent une nouvelle formation développée par la NASA. Il s'agit de la formation CRM, consacrée aux facteurs humains. Le CRM repose en gros sur le principe que lorsqu'on travaille en équipe, il faut prendre des décisions en équipe. Il faut arriver à une solution commune à mettre en place et non individuelle. Jusqu'alors, on n'enseignait que les aspects techniques de l'aviation. On apprenait à manier le manche et le gouvernail, mais jamais à analyser les situations et à prendre des décisions. J'ai discuté avec un enquêteur haut placé du NTSB qui m'a dit: si tu arrives à convaincre le Conseil, ce serait une recommandation révolutionnaire. L'accident le plus mortel de l'histoire de l'aviation a donné à Diehl des arguments irréfutables à exposer au NTSB. Lors de la catastrophe de Tenerife en 1977, 2 747 sont entrés en collision sur les îles Canaries. L'accident fait 583 morts et est dû en grande partie à une mauvaise communication. The whole cabin next to me was just completely gone. Moins de 6 mois après le crash de Portland, le NTSB présente ses conclusions. Il cite comme cause probable de l'accident l'absence de surveillance du niveau de carburant de la part du commandant et son manque d'attention aux avertissements de l'équipage. L'incapacité des 2 autres membres d'équipage à soumettre leurs inquiétudes au commandant est un facteur participant au crash. La communication dans le cockpit représente 95% de la réussite d'un vol. Le vol 173 de la United a été le détonateur du changement. L'Agence fédérale américaine de l'aviation civile, la FAA, approuve la recommandation de Diehl. En 1981, la United Airlines lance la première formation CRM du secteur. C'était facile de convaincre la United. Ils venaient de subir 3 accidents mortels avec leurs avions de ligne. Donc ils étaient prêts à se rallier au projet et ils ont rapidement investi de l'argent pour développer cette formation. Le commandant Al Haynes de la United se rappelle qu'au début, la formation a été reçue avec beaucoup de scepticisme. Les commandants qui en avaient besoin n'en voulaient pas. Ils ne la suivaient pas sérieusement. On voyait ça comme une perte de temps. Puis, c'est entré petit à petit dans le cours des choses. Et là, on a compris à quoi ça servait. Le commandant Haynes ne se doutait pas que quelques années plus tard, la formation pour améliorer la communication entre les membres d'équipage l'aiderait à surmonter une des situations les plus terrifiantes qu'un pilote puisse affronter. La perte totale de contrôle d'un avion gros porteur. Une panne en vol catastrophique rend un DC-10 pratiquement hors de contrôle.
Il s'écrase et prend feu, tuant plus d'une centaine de personnes et laissant les enquêteurs devant un mystère inquiétant de l'aviation. Nous sommes le 19 juillet 1989. Le vol 232 de la United Airlines à destination de Chicago décolle de l'aéroport international Stapleton de Denver. Le copilote William Rickards, qui a 20 000 heures de vol au compteur, est aux commandes. Le deuxième copilote, Dudley Dvorak, comptabilise lui 15 000 heures de vol. Quant au commandant de bord, Al Haynes, il enregistre 27 000 heures de vol, dont 7 000 sur un DC-10. Par cette parfaite journée d'été, avec 3 pilotes expérimentés dans le cockpit, le vol devrait bien se passer. Des nuages épars, une bonne visibilité, pas de vent, un super temps. On est en plein vol et il n'y a aucune turbulence. Tout se passe à merveille. Et il y a une bonne entente dans l'équipe. Quand tout à coup, on entend une explosion. C'était une énorme et très forte explosion. Mais Rod Vetter, un voyageur aguerri, n'est pas impressionné. J'ai d'abord pensé que c'était une bombe. Puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de dépressurisation de la cabine. Donc ça ne pouvait pas être une bombe. Alors j'ai pensé que c'était sûrement un réacteur qui avait explosé. Et je me suis dit, bon, ok, on a décollé avec un peu de retard, mais on arrivera à Chicago sans problème. Parce qu'un DC-10 peut voler avec 2 réacteurs. L'explosion a lieu à 15h16, après 1 heure et 7 minutes de vol. L'avion est à 33 000 pieds et survole Alta, en Iowa. Après l'explosion, l'appareil commence à vibrer et à trembler. Les pilotes établissent que le réacteur numéro 2 est en panne. J'ai commencé à réaliser la gravité de la situation quand j'ai vu l'équipage revenir et tenter de regarder à travers un hublot pour relever d'éventuels dégâts sur l'appareil. Rien qu'à regarder les membres de l'équipage, on savait qu'il se passait quelque chose de grave. Alors que l'équipage entame la procédure de coupure du réacteur, le copilote Bill Rickards, qui se trouve aux commandes, se rend compte qu'ils ont un problème bien plus grave qu'ils ne pensent. On était en train de couper le réacteur en suivant la procédure. Et Bill nous informe de ce qu'il aimait appeler l'annonce alarmante de la journée. Je ne contrôle plus l'avion. L'appareil descendait environ à droite. Bill maintenait le manche complètement à gauche et vers lui pour remonter le plus possible et virer à gauche. Mais c'est impossible en altitude. Les commandes ne sont pas aussi flexibles. Alors j'ai repris le manche. Avec un grand professionnalisme, le commandant Haynes reprend la main sur l'appareil et le redresse. Sans la direction, l'appareil commençait à se retourner et aurait continué ses loopings jusqu'à s'écraser au sol. Mais précisément à ce moment-là, Al Haynes a repris le contrôle. Il a mis les pleins gaz à droite et inversement à gauche. Cette poussée asymétrique a remis les ailes à plat très lentement et a permis de stabiliser l'appareil. S'il n'avait pas réagi aussitôt, cela aurait été irréparable. Mais le vol United 232 a toujours des problèmes monumentaux. Du cockpit, les pilotes appellent l'équipe de cabine pour s'assurer que les passagers se préparent à un atterrissage d'urgence. J'ai décroché et ils m'ont dit de venir dans le cockpit. En ouvrant la porte, j'ai tout de suite compris. J'ai pensé, oh non, ça n'est pas une situation d'urgence. C'est carrément la panique. La situation est grave. L'avion a perdu tout son fluide hydraulique. Le fluide hydraulique dans les gros appareils modernes est l'élément moteur d'un avion. Il permet d'obtenir des réponses physiques aux commandes de vol. Il fournit la force nécessaire pour contrôler le mouvement de surface très large face à la pression de l'air. On se maintenait en altitude, si vous voulez. On ne contrôlait rien. On essayait juste de rester en vol. L'avion faisait ce qu'il voulait. En plein chaos, une hôtesse informe l'équipage qu'un des passagers voyageant en première classe est pilote instructeur sur DC-10. Il s'appelle Denny Fitch et il propose son aide.
Il a demandé s'il pouvait nous être utile. Bien sûr que oui, c'était un instructeur. Dans le passé, une mauvaise communication a plusieurs fois conduit à la catastrophe. Là, tous les espoirs reposent sur un travail d'équipe pour éviter une fin désastreuse. 19 juillet 1989. Le vol 232 de la United Airlines est en très mauvaise posture. Après une explosion, le DC-10 perd son réacteur numéro 2 et tout son fluide hydraulique qui contrôle les trains d'atterrissage, les volets, les becs de sécurité, les freins et la direction. Les pilotes n'ont plus le contrôle que sur les manettes de gaz, qui maîtrisent la vitesse des réacteurs. En ajustant la puissance d'un côté ou de l'autre, les pilotes arrivent à diriger l'avion. Mais même avec cette pression inimaginable, le commandant Al Haynes lance une plaisanterie au contrôleur aérien, Kevin Bachmann. You're cleared to land on any runway. You want to be particular, make it a runway, huh? Denny Fitch, pilote instructeur de la United qui voyage en première classe, a proposé son aide et se trouve dans le cockpit. Si le commandant Haynes a volontiers accepté l'aide de Denny Fitch, c'est grâce à la formation CRM. Il ne se serait pas manifesté avant les formations CRM. On ne dérange pas un pilote en difficulté dans le cockpit. Le commandant Fitch a parfaitement complété un équipage déjà extrêmement efficace. Il représentait un atout supplémentaire. Je lui ai demandé de prendre la manette des gaz et de suivre mes directives. Mais il a été autonome très rapidement. On n'a pas eu besoin de communiquer beaucoup plus. À l'approche de l'aéroport, les pilotes rejettent le plus de carburant possible. L'avion s'en trouve allégé, ce qui permet un meilleur contrôle. Pendant ce temps, dans la cabine, l'hôtesse de l'air, Jan Brown, suit les mesures de sécurité en vigueur. Elle prie les parents, voyageant avec leurs enfants sur les genoux, de les poser au sol. Il s'agit des enfants de moins de 2 ans sans siège réservé. Elle s'apprête à demander aux passagers de se mettre en position de sécurité quand le commandant Haynes fait une annonce. On nous a annoncé que l'atterrissage allait être vraiment très difficile. Il a dit, je ne vais pas vous mentir, ça va secouer. Accrochez-vous. L'avion a une vitesse de près de 215 nœuds. C'est presque 2 fois la vitesse à laquelle atterrit habituellement un DC-10. Sans fluide hydraulique, les commandes qui permettent de ralentir l'avion ne fonctionnent pas. Faute de pouvoir être configuré correctement, le GPWS, le système d'alerte de proximité du sol, ne comprend pas que les pilotes essaient d'atterrir. Son alarme se déclenche, ce qui ajoute au chaos du cockpit. L'aile gauche remontait et on voulait qu'elle redescende. On disait « gauche, gauche, gauche ». Je savais qu'on allait trop vite et notre taux de descente était trop important. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. À 16h pile, 44 minutes après le début de l'incident, l'avion subit un violent impact. L'aile droite a touché le sol et l'empennage s'est brisé. L'empennage tout entier s'est détaché, comme sur un jouet, et a déboulé sur la piste à 400 km/h. J'ai entendu des explosions et un vacarme énorme. J'ai vu des éclairs de lumière. C'était l'appareil qui se désintégrait. Haynes aurait bien pu nous mettre en garde des dizaines de fois. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'on se fracasse sur le sol de cette façon. Alors que l'appareil dévale la piste, il se brise en morceaux et s'embrase. Difficile d'imaginer que quiconque ait survécu aux flammes et à cette épaisse fumée noire. Le nez de l'avion qui comprend le cockpit n'est plus reconnaissable. Les pilotes sont présumés morts. Miraculeusement, bien que blessés, ils sont tous les 4 en vie. Cette photo montre les premiers intervenants parlant à l'équipage. Ils ne découpent pas la carcasse tout de suite. Il faut être très précis parce qu'avec la présence de tous ces câbles et de toutes ces plaques de métal, dans un environnement si compact, on risque de blesser les victimes en essayant de les sauver. Sur les 296 personnes à bord, 112 ont perdu la vie, dont 11 enfants. L'un d'eux n'avait pas de siège réservé. En voiture, la loi oblige les enfants à avoir un siège.
Mais pas dans un avion qui file à plus de 800 km/h. C'est la roulette russe. Les questions naissent immédiatement après le crash. Comment cet avion, avec un bon bilan sécuritaire, peut-il subir une panne aussi catastrophique en vol? On découvre d'emblée des indices importants. Sur les lieux de l'accident, il manque une pièce essentielle sur le réacteur 2, la soufflante. On la retrouve seulement 3 mois plus tard dans un champ à plus de 100 km de là, à Alta, en Iowa. C'est ici que l'avion a subi sa première grosse secousse. Ces photos prises par un témoin au sol au moment où le vol 232 s'apprête à s'écraser sur la piste fournissent aux enquêteurs des informations cruciales. Le stabilisateur horizontal présente des trous larges et profonds, causés par les débris de la soufflante, qui s'est désolidarisée du réacteur. Ces débris ont profondément endommagé le stabilisateur. Sur la deuxième photo, on voit l'arrière du réacteur d'où s'est détachée la soufflante. En novembre 1990, 15 mois après le crash, le NTSB a enfin pu reconstituer les événements du vol 232 de la United Airlines. Au-dessus d'une ferme à Alta, en Iowa, une soufflante de l'appareil s'est détruite, entraînant des conséquences désastreuses sur les circuits hydrauliques, éléments moteurs des avions. Des débris sont partis dans toutes les directions et il se trouve que ces débris ont endommagé les 3 systèmes hydrauliques de l'avion. La probabilité que cela se produise est extrêmement faible, mais le vol 232 n'y a pas échappé. La présence d'une fêlure dans le titane de la soufflante remontant à sa fabrication est établie. À chaque utilisation du réacteur, la fêlure microscopique s'élargit. Le NTSB retient comme cause probable de l'accident l'absence de détection de ce défaut par les mécaniciens de maintenance de la United Airlines. La compagnie aérienne conteste ces conclusions, mais le NTSB maintient son rapport. Je pense que si les mécaniciens de maintenance de la United Airlines ont déterminé que cette pièce était apte à voler, c'est qu'ils ont cru faire un travail soigné et complet. On est devenu meilleur pour les essais non destructifs. C'est ce qui était ressorti de ce crash. Il fallait qu'on s'améliore. Après cet accident, non seulement les protocoles d'inspection ont été améliorés, mais également les procédures de fabrication utilisées pour élaborer les soufflantes en titane. Au-delà des leçons qui en ont été tirées, le vol United 232 témoigne de l'importance du travail d'équipe dans le cockpit. Appliquée à la perfection ce jour-là, la formation CRM mise en place seulement 8 ans auparavant a permis de sauver 184 personnes qui autrement auraient pu trouver la mort. On m'a demandé si j'agirais différemment aujourd'hui. Oui, je resterai au lit. L'équipage a pris de très bonnes décisions pour piloter un avion qui était pratiquement incontrôlable. Un homme seul, quelles que soient ses compétences aéronautiques, n'en aurait pas été capable. Un Boeing 747 subit une averse torrentielle au-dessus de la petite île de Guam, dans le Pacifique. À seulement 5 km de sa destination, le vol 801 de la Korean Air s'écrase sur le flanc d'une colline et finit en morceaux. Huit minutes plus tard, 2 contrôleurs aériens se rendent compte avec effarement que l'avion s'est écrasé. Did Korean Air come back to you? 801. Korean Air 801 Guam. No. You checked in with me. I cleared him to land. I don't know where he's at. Never did have him in sight. You never saw him? Negative. He didn't land? Negative. Oh my God. Parmi les 254 personnes à bord, se trouve le néo-zélandais Barry Small. Contrairement à la plupart des autres passagers qui sont des touristes en lune de miel, Barry Small est en voyage d'affaires. Il est pilote d'hélicoptère et mécanicien sur un grand bateau de pêche coréen. L'appareil décolle de Séoul, en Corée du Sud, à 22h05 heure locale. Nous sommes le 6 août 1997. Le vol en lui-même entre Séoul et Guam avait été tout à fait ordinaire.
C'était un vol agréable. Avec une température annuelle moyenne de 27 degrés, Guam a un climat agréable. Mais le revers de la médaille, c'est la saison des pluies, avec des précipitations moyennes de plus de 300 mm. Alors que le Boeing 747 entame sa procédure d'approche, il s'engouffre dans une cellule de pluie diluvienne qui arrive du nord-est. Barry Small, assis au siège 36K au niveau de l'aile droite, n'est pas inquiet. Je voyais les lumières de Guam à travers les hublots à droite de l'avion. On descendait. Les trains d'atterrissage étaient sortis, les volets aussi. Tout me semblait normal. Je me suis baissé pour récupérer mes chaussures et j'ai senti une grosse secousse. Je me suis dit qu'on avait atterri plus tôt que prévu. Le premier contact avec le sol ne nous a pas vraiment surpris, les autres passagers et moi. Il avait juste été un peu raide. Mais on était arrivés. Barry Small ne réalise pas tout de suite qu'ils se sont écrasés. Mais alors que l'appareil est secoué dans tous les sens et commence à se rompre, l'horreur de la situation ne lui échappe plus. L'appareil tremblait de plus en plus, à tel point qu'on ne pouvait plus contrôler nos corps. On était comme des poupées de chiffon ballottées dans tous les sens sur nos sièges. L'avion s'est écrasé sur un terrain accidenté, appelé Nimitz Hill, à peine à 5 km de la piste d'atterrissage. Dans cette trajectoire infernale, les trains d'atterrissage emportent une partie d'un oléoduc sur une route voisine, causant le déversement de milliers de litres de pétrole. Ils ont calculé qu'entre le premier contact au sol et l'arrêt complet, il s'est écoulé 17 secondes, les plus longues secondes de ma vie. Le feu s'empare de la cabine. Barry Small est pris au piège. Sa jambe droite a été cassée par la barre en métal du siège devant lui, une blessure courante chez les victimes de crash aériens. Sa jambe gauche est sauve grâce à un sac qu'il a placé à ses pieds. Il réussit à détacher sa ceinture et se dirige en boitant à l'arrière de l'appareil, d'où il saute pour échapper aux flammes. Il s'éloigne comme il peut à une 50aine de mètres de l'appareil. Lorsqu'il tourne la tête, il voit une série d'explosions survenir dans la cabine, alors que de nombreuses personnes en sont encore prisonnières. Il y avait des éclats qui tombaient près de nous, comme des bombes. Les cris sont devenus épouvantables. Puis les flammes ont grossi et les cris ont diminué petit à petit, jusqu'à disparaître totalement. Barry Small a survécu à l'impact, mais il a désespérément besoin d'aide. Quand on est arrivé là, environ 500 mètres plus bas, on s'est d'abord arrêté, puis on a tous couru vers la scène atroce. On entendait les cris et on voyait le feu. Carl Gutiérrez, alors gouverneur de Guam, vit à 3 minutes de là. Il se précipite sur le lieu du crash avec des membres de son personnel. J'ai couru et j'ai trouvé Barry Small, la jambe cassée. Je voyais son os. Je lui ai donné une couverture pour qu'il se protège le visage de la pluie. Il était si mal qu'il n'avait pas la force de fermer les yeux. Lorsque les secours arrivent, 52 minutes après le crash, l'état de Barry Small est stable. Mais pour la plupart des autres passagers du vol 801 de la Korean Air, c'est trop tard. You've got burns, you've got broken leg. Yeah. Other than that, good as gold. Le passager Barry Small a survécu au violent impact d'un Boeing 747 s'écrasant sur Nimitz Hill, à 5 km de l'aéroport de l'île américaine de Guam. Plus de 200 autres passagers ont été tués. En quelques heures, les secours laissent place aux enquêteurs. Le NTSB rencontre des difficultés dès le début. Il nous a fallu 1 jour et demi pour nous rendre là-bas. Une fois sur place, le terrain était très accidenté, très vallonné. C'était difficile de descendre sur le lieu de l'accident. Il faisait chaud, humide. C'était des conditions difficiles pour travailler. Comme la plupart du temps, le crash n'est pas lié à une seule cause. Les enquêteurs découvrent rapidement une longue liste de problèmes qui ont conduit à l'accident. Premièrement, un outil d'aide à la navigation, le Glide Pass, était en maintenance et donc non opérationnel. Le Glide Pass est un signal radio émis du sol vers l'avion qui fournit un guidage électronique vertical.
En associant cet outil à un localizer qui fournit un guidage horizontal, les pilotes peuvent aligner l'avion avec la piste d'atterrissage. Avec 9000 heures au compteur, le commandant Park Yung-chul est expérimenté. Il a connaissance de l'avis du FAA sur la mise hors service du glide pass de l'aéroport de Guam. Mais au cours des 2 dernières minutes de vol, l'aiguille du cadran du glide pass se met à bouger. Comme l'aiguille s'est mise à bouger, il a cru que le glide pass fonctionnait tout compte fait. Le glide pass étant hors d'état de marche, le vol 801 entame une approche classique qui est plus difficile. L'avion se rapproche de la piste par palier. Chaque palier a une altitude minimum prédéterminée au-dessus de laquelle l'avion doit rester. Mais d'après le NTSB, le commandant a commencé à prêter attention au statut du glide pass, entraînant l'avion dans une descente prématurée vers Nimitz-Hill. Ils ont mal interprété la façon dont l'approche était configurée. Et le commandant ne l'a jamais parfaitement compris, selon moi. Le NTSB a également conclu que la fatigue excessive a joué un rôle dans l'accident, en réduisant les performances du commandant. Dans les jours précédant le crash, il a effectué des vols entre 3 continents. Il a souffert d'une bronchite et on est en plein milieu de la nuit. La fatigue excessive affecte les prises de décision. Quand elle prend le dessus, l'intellect est diminué. On perd ses capacités d'analyse. D'autres facteurs entrent en jeu. Le mois d'août est le pic de la saison des pluies à Guam. Le commandant comptait sûrement réaliser une approche à vue, mais l'appareil traverse une pluie diluvienne, ce qui rend le contact visuel difficile. Ils se rendent compte que rien ne va. Ils ne sont pas sûrs à 100% de leur position sur la route. Ils cherchent des indices visuels en vain, à cause de la pluie torrentielle. Et tout à coup, ils voient qu'ils sont bien plus près du sol qu'ils ne pensaient. À l'accumulation des problèmes du vol 801 s'ajoute encore l'absence de communication entre les membres d'équipage. Le copilote et le mécanicien de bord font des commentaires qui expriment leurs inquiétudes, mais ils ne s'imposent pas. Les enregistrements de la boîte noire montrent que jusqu'à 40 secondes avant le crash, le commandant s'interroge toujours sur le statut du glide pass, bien que le copilote ait fini par énoncer clairement qu'il était hors d'usage. Les membres de l'équipage se plient aux ordres du commandant, malgré leurs doutes. D'après le NTSB, la cause probable de l'accident est l'incapacité du commandant à exécuter correctement une approche classique et le manque d'efficacité des vérifications du copilote et du mécanicien de bord. Après avoir écouté les enregistrements de la boîte noire et considérant la culture et la formation de l'équipage, nous sommes arrivés à la conclusion que leur mode de fonctionnement au sein de la société avait influencé leur attitude. Les copilotes disent timidement au commandant qu'il ne devrait pas faire ce qu'il fait, qu'il ne devrait pas se fier au glide pass, mais ils manquent d'assurance et n'agissent pas concrètement en prenant les commandes pour éviter l'accident. Chacun de ces problèmes pris indépendamment aurait pu ne pas avoir de conséquences graves. Mais accumulés, ils ont été fatals pour 228 des 254 personnes à bord de cet avion. C'est la première fois que l'ancien gouverneur de Guam, Carl Gutiérrez, revient à Nimitz-Hill depuis le jour de l'accident. Comme la plupart des survivants, il a apporté son aide lors de cette nuit tragique. Il cherche à refermer ce chapitre douloureux. Je voulais y retourner et voir s'il y avait toujours des esprits qui traînaient par là. Parce que c'était déchirant ce matin-là. Si déchirant que je n'y suis jamais retourné depuis. Je ne suis jamais retourné aussi près que là où nous étions aujourd'hui. Dans les années 80 et 90, Korean Air connaît plus d'une douzaine d'accidents et déplore 750 morts. La compagnie aérienne est jugée si problématique que le département de la Défense des États-Unis interdit à ses employés de voyager sur ses vols. Le Canada, lui, menace d'exclure Korean Air de son espace aérien. Puis survient un grand revirement. Korean Air engage David Greenberg, un ancien pilote devenu vice-président de la Delta Airlines. Il établit une nouvelle politique et de nouvelles procédures et réinvente complètement la communication dans le cockpit.
Il y a la culture du pays, celle de l'entreprise et celle des pilotes. On ne peut pas changer la culture d'un pays, mais ce que fait la culture de l'entreprise pour modeler la culture des pilotes est crucial. Des changements incroyables ont eu lieu en très peu de temps, c'est impressionnant. C'était pour le bien de la compagnie et ils ont réussi. Le secteur a parcouru un long chemin depuis l'époque des commandants de bord autoritaires et des équipages n'osant pas s'affirmer. Depuis la mise en place des formations CRM, le nombre d'accidents aéronautiques a considérablement baissé. Le CRM est l'une des raisons de la sûreté de l'aviation d'aujourd'hui. Grâce à la formation des pilotes au travail en équipe, la sécurité aéronautique a fait un réel bond en avant. On ne peut probablement pas le mesurer quantitativement, mais depuis sa mise en place, l'effet bénéfique du CRM sur la sûreté de l'aviation est incontestable.